L'intelligence artificielle est depuis des années une source d'inspiration pour la littérature et le cinéma. Mais comme le disait Asimov, elle est souvent le véhicule de fantasmes assez sombres, où les humains se retrouvent sous le joug d'une IA malveillante et toute puissante. Pourtant, les IA gouvernent déjà notre quotidien. Assistants vocaux, filtres anti-spam, voitures autonomes, jusqu'à la sélection de films qui nous est proposée par Netflix. C'est un terrain de jeu sans limite, capable d'adresser les problématiques les plus inédites. Christophe Tricot est le CEO de La Forge, un incubateur pour les startups qui cherchent à donner une autre dimension à leurs produits avec l'intelligence artificielle. Ensemble, nous discutons des cas d'usage, des techniques, mais aussi des solutions que peuvent trouver les startups dans l'IA. Christophe, bonjour, bienvenue. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais ma première question, ça va être qu'est-ce que c'est que laforge.ai et qu'est-ce que vous y faites? La Forge.ai est un jeune startup studio qui a pour mission d'aider l'entrepreneur, les entreprises à développer leurs produits à base d'IA. Concrètement, on aide des personnes qui ont des savoir-faire uniques, comme dans la santé, dans la mode, dans l'industrie, peu importe d'ailleurs. On les aide à démultiplier leur expertise en développant leurs produits. Pour donner un exemple plus précis, généralement, ce sont c'est le cas, on a par exemple des médecins qui sont connus et reconnus mondialement dans leur pratique, qui viennent nous voir en disant c'est insupportable la façon dont on travaille, je pense qu'on pourrait faire différemment grâce à l'intelligence artificielle. Et pour nous, c'est le début d'une belle histoire à chaque fois parce que on sait que là, on est vraiment au cœur du sujet. Comment on peut utiliser toutes ces technologies d'intelligence artificielle pour transformer des pratiques, que ce soit, comme j'ai dit, dans le domaine de la santé, de l'industrie, du voyage, enfin tous les domaines en fait. Alors c'est cool, on va revenir sur ces belles histoires après ces petites questions aussi sur l'intelligence artificielle elle-même. Alors, que ce soit au cinéma, HAL 9000, Matrix, et j'en passe, dans la littérature et autres, alors l'intelligence artificielle c'est super vieux, donc pour moi ça c'est aussi vieux que l'informatique au moins, donc je fais remonter dans les années 70. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, donc, avec l'avancée des technologies, la capacité qu'ont les ordinateurs aujourd'hui à faire du compute, on est bien mieux outillé, on va dire, que dans les années 70 pour faire des cas d'intelligence artificielle, mais est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui il y a vraiment des cas concrets et si on peut intégrer facilement de l'intelligence artificielle dans une application? Alors oui, oui, heureusement qu'il y a des cas concrets, heureusement qu'on peut l'utiliser, on le fait tous les jours. Mais tu as raison, je crois, de souligner en fait l'historique de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est déjà un très mauvais terme, mais c'est aussi et c'est tant mieux peut-être, hein, le véhicule de plein de fantasmes, plein d'idées préconçues, ça véhicule plein de choses, et c'est bien de remettre dans le contexte. L'intelligence artificielle, pour la faire courte, ça a démarré dans les années 50, avant l'informatique ou tout du moins dans les traces initiées par Turing, qui avait utilisé justement cette technologie. Tu parlais de capacité à calculer les fameuses bombes, ces éléments de calcul pour craquer le code des Allemands par Turing. En fait, l'IA, dans les années 50, c'est des chercheurs qui se disent OK, on va tellement vite avec cette capacité de calcul. On parle de machines qui étaient plutôt mécaniques, plus qu'électroniques à l'époque. Et si on était capable de simuler le comportement intelligent? Et ce what if, et si on était capable, qu'est-ce que ce serait? C'est le point de départ de l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas un domaine scientifique à proprement parler, comme tu aurais en oncologie où tu sais au moins de quoi tu parles, tu sais au moins la finalité, ou dans n'importe quel autre domaine. Non, là c'est une mission. Comment on peut simuler l'intelligence? Et donc ce qu'ont fait ces chercheurs, ils ont commencé à se dire mais comment on peut faire? Et il y a plein de façons différentes de simuler l'intelligence. Par exemple, tu peux faire comme bien avant cela, le turc mécanique, où tu fais croire à un robot qui est capable de jouer aux échecs, alors qu'en fait, c'est une personne de petite taille qui est cachée, qui d'une part est de petite taille et en plus bonne aux échecs, qui est cachée dans une machine. En bois, hein, j'entends, pas dans un bloc. Et donc, il y a plein de courants de pensée qui sont venus se greffer autour de cette mission, de ce projet de simuler l'intelligence.
On a eu bien sûr les mathématiciens, les logiciens. À l'époque, il n'y avait pas d'informaticiens. Après, on a eu des philosophes qui sont venus. Après, on a eu les informaticiens. Après, on a eu. C'est pour ça que tous les courants de pensée ont nourri cette ambition de simuler l'intelligence. Alors, la définition de l'intelligence artificielle a évolué au fil des années. Ça a été simuler l'intelligence petit à petit. Dans les années 90, moi, c'est une définition que j'aime bien. En tout cas, une acception, c'est de se dire, c'est comment on peut résoudre des problèmes complexes en s'inspirant de l'humain. Ben oui, parce que on parle de quoi? Réseau de neurones, apprentissage machine, système expert, sciences cognitives, mouvement cognitif, génération de texte. On parle de plein de choses qui sont normalement le propre de l'homme. Parce que oui, si on cherche à simuler l'intelligence, bien sûr, on s'inspire de ce qu'on pense être la nature humaine. Et donc, il y a plein de techniques qui existent depuis les années 70, effectivement. Il y a des techniques qui ont été très populaires, comme le champ de l'IA symbolique, comme les systèmes experts. On en a mis partout. Ça a été très décevant parce que c'était pas intelligent. Après, on a eu le boom dans les années 90-2000 autour du machine learning et du deep learning, qui est une technique, là on est plus dans l'IA dite connexionniste, c'est-à-dire les réseaux de neurones. Parce qu'en fait, si tu veux simuler l'intelligence, il y a en gros, grosso modo, deux voies. Soit tu dis, je vais représenter le monde et les règles qui le régissent. Okay, je manipule ma tasse, je manipule une table, je manipule un petit robot. Si la tasse est sur la table, alors le robot peut déplacer la table. Et si tu arrives à tout décrire, c'est parfait. Tu as un monde parfait. Et là, tu es dans Minecraft ou les Sims. Et puis, tu as l'autre côté, tu as une autre voie, les statisticiens, qui eux ont dit, oh là là, on peut pas décrire tout le monde, ça va être l'enfer. On va se partir, on va apprendre, c'est-à-dire qu'on va générer des modèles à partir de données d'exemples. Alors, je suis un peu trop long dans ma réponse, mais on voit qu'il y a des approches avec des philosophies différentes. Et ça a généré au fil des années plein de technos qui sont vraiment géniales. Les premiers réseaux de neurones, le perceptron, qui est un premier neurone artificiel au sens formule mathématique, date des années 50, 60, je crois. Et on s'en sert aujourd'hui dans plein d'applications. Tu as plein de produits qui utilisent ces techniques d'IA, mais il n'y a aucune technique qui est intelligente. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé une IA. Cette vision anthropomorphique de dire j'ai une IA, c'est faux. Si tu prends ton smartphone avec l'assistant vocal, il n'est pas intelligent. Par contre, derrière, il va combiner un ensemble de techniques d'IA comme le machine learning pour reconnaître la voix, la transformer en texte, des systèmes experts pour dire tiens, quand il me demande de jouer ma playlist préférée, je vais dans l'application de musique, je la joue et autres. Et c'est cet ensemble, et on le voit bien, et je trouve que c'est un bon exemple en toute subjectivité, c'est cet ensemble des technos assemblés qui donne l'impression d'un comportement intelligent parce qu'effectivement, quand je suis en train de faire la popote, je demande à mon enceinte connectée de jouer mon dernier podcast et ça marche. Et donc, c'est pas intelligent, ça simule l'intelligence. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est plus facile aujourd'hui parce qu'il y a plus de puissance de calcul, mais c'est aussi beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de données, parce qu'on a besoin de data d'une manière ou d'une autre. Tu arriveras toujours à te dire, si j'ai pas de data, j'irai pas bien loin. Quitte à la créer a posteriori, mais tu as besoin de data. Et c'est aussi beaucoup plus simple parce qu'on a des scientifiques qui ont bossé sur plein de techniques. Regarde les travaux de statistiques. À l'époque, il n'y avait pas, je sais pas si tu te rends compte, il n'y avait pas d'ordinateur. Les gars, je dis les gars, malheureusement, c'était beaucoup des femmes, mais quand je dis les gars, il faut l'entendre au sens large, le genre humain, travaillait sur des réseaux de neurones, sur du papier. Ah, ils avaient la foi quand même. Hein. Ils avaient la foi, il n'y avait pas d'ordinateur, ils se disaient un jour ça servira. Et le boom de l'IA qu'on voit aujourd'hui, on a des personnes qui le représentent bien, comme Yann Lequin, qui à l'époque se disait tiens, moi je vais utiliser les techniques de machine learning et de deep learning, qui est un sous-ensemble des techniques de machine learning avec plein de couches de réseaux de neurones, beaucoup plus complexes. Et à la base, les chercheurs, ils bossaient dans le vent, c'est-à-dire qu'ils bossaient sur des mondes virtuels. Ils appelaient ça le monde des blocs. C'était juste pour avoir un objet intellectuel pour se dire comment on peut simuler l'intelligence. Et ils étaient sur cette idée, pour simuler l'intelligence, il nous faut un cadre. Et aujourd'hui, il le ferait dans Minecraft, je pense. Il nous faut un cadre. À l'époque, c'était, tiens, imaginons, on a des blocs et le comportement intelligent sera capable de déplacer des blocs. À l'époque, les usages que tu trouvais dans les papiers scientifiques, ils tournaient autour de ça. C'est pour ça, moi, quand j'ai fait ma thèse en intelligence artificielle, je suis retombé sur des papiers scientifiques où ils parlaient du monde des blocs. À l'époque, j'avais vu Matrix, ce qui donne quelques indices sur mon âge, mais... Il n'y avait pas Minecraft à l'époque? Il n'y avait pas Minecraft, et tu dis, mais c'est quoi ces foutus blocs? C'est quoi ce monde des blocs? Alors forcément, les philosophes, ils ont travaillé dessus en lui donnant un peu de corps à ce monde des blocs et autres, donc tu as l'impression que ça devenait un objet, mais comme un anthropologue qui aujourd'hui redécouvre ce qui se passait dans des fouilles d'une ville enfouie, il essaye d'extrapoler. Moi, je faisais pareil, je comprends pas ce monde des blocs, mais en fait, c'était hyper pragmatique. C'était, si je veux, avec mes petits copains chercheurs, avoir un terrain de jeu pour explorer certaines approches scientifiques et techniques pour simuler l'intelligence, il me faut un objet, donc des blocs. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, pour l'anecdote, les premiers travaux d'intelligence artificielle qui étaient presque palpable, c'était autour du computer vision, c'est-à-dire la vision assistée par ordinateur. Oui,
Parce que mets-toi à l'époque de ces chercheurs dans les années 70, même 60, tu te dis, si demain je veux simuler un comportement intelligent, que je vais devoir déplacer des blocs, probablement que je devrais imaginer un robot qui voit les blocs. Donc c'est pour ça que très tôt, tu as eu des algos pour générer des mondes en 3D, très tôt, tu as eu des algos pour reconnaître des formes en 3D, des blocs et autres. Et si tu n'as pas cette explication-là, mais tu comprends rien à rien de pourquoi ils bossaient là-dessus. Et pour revenir à Yann Lequin, c'est lui dans les années 90-2000 qui a trouvé, alors il n'était pas le seul, mais qui a poussé, qui a eu la foi et qui a été jusqu'au bout, en tout cas, qui a été beaucoup plus loin que les autres en disant on va utiliser ces techniques et parmi les premiers usages qui ont vraiment eu un impact industriel, en tout cas les premiers usages connus et reconnus, c'est par exemple la lecture automatique des adresses sur les courriers aux États-Unis, parce que là il y avait un enjeu industriel. Et des petits humains qui trient le courrier, c'était long, ça marchait, il y avait plein d'erreurs, et ils ont commencé à faire de la reconnaissance d'écriture manuscrite sur des enveloppes. Mhm. Et les premières applications, tu verras, de deep learning, et tu revois des vidéos de l'équipe de Lequin et les autres, où tu vois des vidéos, mais c'est fascinant, où ils écrivent sur un papier, ils le passent devant la caméra, et l'ordinateur, il reconnaît le caractère, ce qui maintenant, pour nous, est évident, on parle d'OCR ou RADLAT, mais à l'époque, et ça l'est toujours, c'était génial, quoi. Et donc, c'est ce moment un peu eureka où tu simules cette intelligence, dire, oh, la machine a lu le texte. Mais bien sûr, si tu fais un raccourci, tu dis la machine, elle est intelligente, elle a compris le texte. Non, mais elle a reconnu quand je fais ça, c'est un E. Et ben, rien que ça, c'était déjà pas mal. Et à partir de là, ça a été le boom, quoi. Ça a été le boom du machine learning. Et les techniques se sont multipliées, démultipliées. Aujourd'hui, l'enjeu de l'IA, c'est de composer toutes ces techniques et de les assembler pour aller beaucoup plus loin. Et si tu regardes les travaux les plus poussés dans le domaine le plus sexy en ce moment de l'IA, qui est le deep learning, c'est comment on combine de l'IA symbolique avec le l'IA collectionniste, comment on met de l'intelligence humaine dans des algos statistiques pour repousser les limites. Et on obtient des Ah, trucs qui sont absolument géniaux, quoi. ok, alors tu as parcouru quand même beaucoup de choses et sur lesquelles j'aimerais quand même revenir un peu. D'abord, tu parles de comportement intelligent. Pour moi, c'est ce qui vient un peu briser le fantasme qu'on a d'un robot surpuissant qui combine tous les traits de l'intelligence humaine. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui au niveau des ordinateurs, c'est généralement pour une tâche bien précise. Quand je pense à AlphaGo, par exemple, AlphaGo est capable de battre un humain au jeu de Go. Par contre, il n'est pas capable de faire autre chose à côté. C'est une tâche, c'est bien ça? Oui, alors, les philosophes, ils ont commencé à travailler sur l'IA en disant, bon, ok, c'est quoi cet objet de réflexion? Et comme les philosophes savent bien le faire, ils nous proposent des modèles. Et ils ont défini trois niveaux d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle dite spécialisée, narrow AI. Il y a l'intelligence artificielle qui est généralisée. Et il y a la super intelligence artificielle. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la super intelligence artificielle. La première, la spécialisée, sont des intelligences artificielles. Alors quand on dit ça, il y a plein d'abus de langage dans la phrase. C'est des algorithmes qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle pour une tâche donnée. Mais le raccourci, l'ellipse, c'est, on dit une intelligence artificielle. Mais c'est des algos d'IA, comme par exemple reconnaître des photos de chatons, comme par exemple trier tes mails entre spam, pas spam. Ça, c'est une intelligence artificielle, c'est un algo d'IA spécialisé. C'est-à-dire que Mhm. mon algo pour trier spam, pas spam, il n'est pas capable de trier mes photos de vacances. Et il n'est pas capable de reconnaître des caractères dans des écritures manuscrites. L'intelligence artificielle généralisée, c'est le niveau d'après, et c'est purement virtuel. Hein. Quand je dis c'est virtuel, c'est un jeu intellectuel de définir ces niveaux, parce qu'ils n'ont pas d'autres raisons d'être. Généralisé, c'est de dire, on en sera capable quand mon algorithme qui permet de traiter mes mails spam, pas spam, je lui dis pas, mais je lui donne mes photos de vacances, il est capable de trier par ville. Oh, il se débrouille. Ce que fait finalement un humain, on pense que c'est le propre de l'homme. L'humain, il apprend, il a quelques concepts en tête, il les manipule et à force, il est capable de s'adapter. On n'en est pas du tout là. Et la super intelligence, c'est celle qui passera ça, qui sera qui va dépasser le niveau d'intelligence de l'homme, qui sera plus que généraliste, plus que généralisé, qui sera super intelligence. Et ce moment où on passe à la super intelligence, c'est ce qu'on appelle la singularité. C'est pour ça que tu as beaucoup de communautés autour du Singular University et autres. C'est OK, ce point de bascule, quand est-ce qu'on y arrive? Maintenant, il y a tout ça, il y a plein de biais là-dedans, mais c'est pas grave parce que c'est aussi des objets de réflexion qui permettent de comprendre le monde qui nous entoure. Tout ça est basé sur, déjà, premier biais, première limite, sur notre compréhension de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence humaine? C'est le truc qu'on n'arrive pas à définir. Alors bien sûr, tu as des modèles scientifiques qui te proposent de définir l'intelligence, mais c'est quoi l'intelligence? Tu regardes des enfants qui évoluent, alors on parle de plein de types d'intelligence et autres, on commence à être un peu plus... on commence à sortir un peu de cette simple mesure de QI, mais ok, admettons.
c'est quoi l'intelligence? Donc du coup, c'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle, celle dont un peu c'est toujours cette mission de simuler l'intelligence, est-ce que c'est l'intelligence humaine ou c'est autre chose? Prends un réseau de neurones qui reconnaît des photos de chatons et ouais, prenons les chatons, ça marche bien sur Internet, des photos de petits chatons ou de petits chiens. Il fonctionne pour reconnaître les photos, il fonctionne pas comme un humain. Pourtant, il va beaucoup plus vite et il marche bien mieux, même si des fois c'est facile de le piéger. Mais est-ce qu'il est sur cette tâche spécifique? Est-ce qu'on peut parler d'intelligence? Est-ce qu'il est plus intelligent? Non, je crois pas. En tout cas, il utilise d'autres techniques. On a lancé avec La Forge et nos camarades de jeu, que sont Binext et Willoop, une communauté qu'on appelle AI Meets Product. Le but étant d'échanger de manière associative, non-profit, sur comment faire des bons produits d'IA. Et il y a quelques semaines, il y a un intervenant, Claude, qui a intervenu, qui a dit, mais à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent que le problème qu'on a, je dois tuer des mythes à chaque fois. Il dit, pas l'animal, hein, je vous rassure, encore que, je dois expliquer que l'intelligence artificielle va pas faire comme l'humain fait, il va faire mieux mais différemment. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, quand on détecte un comportement qui normalement est le propre de l'homme, en tout cas un trait qui est le propre de l'homme, comme capable de trier des mails, on pense tout de suite, on confère à cet algo toutes les qualités de l'intelligence humaine, ce qui n'est pas le cas. Et donc du coup, c'est décevant. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein d'hivers de l'IA, des moments où ça marchait plus parce que les gens disaient, attends, vous m'avez promis ça et vous n'êtes pas au rendez-vous, on arrête. Typiquement les systèmes experts, l'IA à papa, comme on dit. Mais c'est que c'est pas forcément que les chercheurs, les ingénieurs de l'époque survendaient l'IA, encore que si, il y a toujours eu des marchands de tapis, mais c'est plutôt que quand on nous décrit un objet comme les techniques d'intelligence artificielle, on a toujours ce biais de lui conférer bien plus. Mhm. Quand mon assistant téléphonique me répond, tu as quand même un moment dans ton cerveau, tu as l'impression de parler à quelqu'un, tu vois. Moi, je me surprends et on se marre à chaque fois avec les enfants, c'est tu as envie de lui dire merci. Tu lui demandes de jouer ta playlist, tu as envie de lui dire merci. Pourquoi tu as envie de lui dire merci? C'est bien qu'il y a un rapport anthropomorphique, parce que vu que c'est une voix, vu que ça parle, et d'ailleurs c'est marrant, Apple va sortir des nouvelles voix pour Siri, des voix moins genrées, des voix... Parce que faut arrêter d'avoir une approche anthropomorphique avec ça. Et en même temps, on a tous vu des films comme Terminator et autres, ou les vidéos de Boston Robotics, où quand ils mettent des coups de pied dans les robots, ça nous fait mal au cœur, quoi. Donc c'est nous qui sommes les premiers à alimenter ça, quoi. Et on va beaucoup trop loin, avec ça. D'ailleurs, je vais beaucoup trop loin dans mes réponses. Il faut me couper, Stéphane. Ça, c'est pas grave. Tu parles de comportement intelligent et toujours c'est relatif à un comportement humain. Alors, est-ce que justement un comportement intelligent est défini comme l'imitation d'un comportement humain ou est-ce qu'il pourrait y avoir des comportements intelligents propres à la machine? Je m'explique, par exemple, j'avais entendu dire que il y a deux ordinateurs qu'on avait fait parler ensemble et ils devaient communiquer. Et puis, on les laisse apprendre d'eux-mêmes l'un avec l'autre sur cette communication et qu'ils ont fini par arrêter les deux machines parce que ce qui passait d'une machine à l'autre, c'était plus de l'anglais et que les machines avaient appris d'elles-mêmes à communiquer de manière plus efficace. Et c'est un peu la même chose quand moi je pense au computer vision, pardon. Je me dis toujours, on essaye d'imiter un comportement humain, donc la vision, alors qu'une machine, finalement, a pas Dieu et puis est pas le plus efficace en reconnaissance. S'il pouvait y avoir d'autres éléments qui sont ajoutés à la vision de l'ordinateur, comme si on parle d'une voiture, par exemple, des signaux sur les panneaux qui lui évitent d'avoir à lire le panneau, mais qu'elle soit capable de capter le signal, ça se passerait mieux. Donc, est-ce qu'on veut pas trop aussi imiter l'humain dans ce qu'on fait? Alors, je pense que tu as raison. Et en ce moment, on vit une époque formidable avec justement ces techniques dites de deep learning, en tout cas le machine learning. Pour remettre un petit peu de cadre à ce que je vais dire après, c'est que le machine learning, le principe, c'est à partir de plein de données d'exemples, ou à partir de plein de données, je vais générer un modèle. Un modèle, c'est par exemple, il va être capable de dire c'est du spam, c'est pas du spam, c'est un chat, c'est pas un chat. Ou alors, c'est de dire, je vais prédire, donc je vais te dire les ventes dans 6 mois, elles vont arriver à tel endroit. OK. Les techniques de machine learning, elles ont fait, et je parle bien de techniques, je parle pas de principes scientifiques, je parle des techniques, les ingénieurs, et c'est là qu'est l'intelligence. Le design, ils ont fait un bond absolument génial ces dernières années sur la capacité à penser en dehors du cadre. Tu parlais d'AlphaGo. Les techniques d'AlphaGo, ils ont donné les règles du jeu de Go à des machines qui ont appris de nouvelles techniques, de nouvelles approches de jeu. C'est génial. Si tu essaies de reproduire bêtement
le comportement humain, tu vas être limité parce que le fonctionnement d'un ordinateur n'est pas le fonctionnement du cerveau et inversement. Donc, tu es limité. Mais par contre, c'est une source d'inspiration. Je pense qu'on n'a jamais autant progressé sur les sciences cognitives et les neurosciences que depuis qu'on a des spécialistes de l'IA, d'informatique, de logique, des philosophes, des neuroscientistes et autres qui bossent ensemble en train de se dire tiens, je pense que le cerveau fonctionne comme ça, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour une machine? Et tiens, je pense que la machine devrait fonctionner comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire pour le cerveau? On n'a jamais autant compris comment fonctionnait le cerveau depuis que toutes ces scientifiques de tout domaine travaillent ensemble. Et d'ailleurs, on en découvre de plus en plus chaque jour sur le cerveau et ses capacités incroyables. Donc, ceci étant dit, ces dernières années, on a vu une explosion d'usage du machine learning avec des techniques dites par renforcement. Il y a plein de techniques pour faire du machine learning. La technique par renforcement, c'est, pardon pour l'analogie, mais c'est un peu comme l'éducation des enfants. Tu laisses tes enfants évoluer, puis tu leur dis, là c'est bien, là c'est pas bien. Et l'enfant, il apprend. Là, les techniques par renforcement, tu vois, moi-même, j'ai un comportement très anthropomorphique, je me rapproche à des choses très humaines, mais les techniques d'algo par renforcement, c'est la même chose. C'est, tu laisses la machine tester plein de trucs, tu viens juste sanctionner. Alors, sanctionner au sens, tu viens dire, c'est bien et c'est pas bien. Et avec ce type de technique, il sort des choses incroyables. Mais vraiment incroyables. Tu verras par exemple des vidéos de robots qui apprennent à marcher tout seuls. Mais tu regardes le truc, à la fois c'est dérangeant, puis tu as envie de leur dire, mais c'est nul. Mais ce type de technique permet d'avoir des stratégies, des approches qui ne peuvent pas sortir du cerveau humain, en tout cas qui ne sont pas sorties. Et tu obtiens des ruptures qui sont du même ordre, selon moi, que Fuzbury. Attention à l'analogie. Le son hauteur, pendant des années, on sautait en ciseaux. Et puis il y en a un tout d'un coup qui est venu avec une autre technique et je saute sur le dos et c'est le Fuzbury. Et quand tu vois les algos qui font des approches avec des techniques par renforcement, entre autres, elles sont capables de trouver des moyens de se déplacer physiquement, donc des robots qui marchent. Tu comprends même pas comment ça marche, mais c'est plus efficient que l'humain. Ou des techniques de jeu dans le jeu de Go qui sont beaucoup plus efficientes que des années de pratique et des siècles de pratique humaine, quoi. Et c'est là la force de l'intelligence artificielle et de toutes les techniques, et tu parlais de calculabilité, de capacité de calcul, c'est que tu peux, étant donné le volume de data, étant donné ces techniques, tu peux faire sortir des lapins du chapeau qui sont, moi je trouve ça génial, mais parce que j'ai une certaine fascination par rapport à ça, c'est juste que tu as un changement de paradigme, tu fais, waouh, j'avais pas pensé à ça. Et c'est pour ça que dans l'intelligence artificielle a un gros potentiel sur des techniques comme le trading, parce que tu as plein d'humains qui sont en train de parier sur des cours de bourse, tu as intérêt à avoir des approches qui sont différentes. La cybersécurité, mais en même temps, c'est le chat et la souris, parce qu'en face, c'est aussi des robots. Donc c'est là où on voit des choses qui émergent, mais il y a point d'intelligence là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas une question d'intelligence au sens propre de l'homme, c'est juste des techniques qui sont nouvelles, et on a des choses qui sont géniales. Alors, quand tu parles du computer vision pour les voitures, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi pour faire des voitures autonomes, on essaye de reproduire le comportement humain? C'est aussi parce qu'on a besoin de designer quelque chose et qu'au bout d'un moment, tu te dis, ma voiture autonome, elle a besoin d'avoir de capteurs pour voir ce qui se passe sur la route. Mais les capteurs, c'est pas franchement des yeux. Alors, ils font du computer vision, ils sont capables de prendre des clichés. D'ailleurs, il y a eu un article il y a quelques jours sur Tesla qui a un peu Musk qui a ouvert un peu le capot, c'est le cas de le dire, sur les technos d'IA dans les Tesla. Et ils ont décidé d'arrêter tout ce qui était radar et de partir vraiment sur des caméras pour faire du pur computer vision. Je pense que c'est pas par biomimétisme qu'ils font ça, c'est plutôt que les techniques de computer vision arrivent à un niveau tellement performant que c'est l'information que la voiture capte à partir de caméras sur lesquelles on applique des traitements de computer vision est bien supérieure à juste une vision radar. Parce que le computer vision peut te donner des informations, tu peux extrapoler, tu peux avoir de la profondeur, de la couleur, de la densité, du mouvement que peut-être t'as pas avec un radar en fait. Donc on est tenté de faire anthropomorphique. Alors une chose que je n'aime pas trop, c'est quand on présente l'intelligence artificielle comme des nouveaux sens. On dit, voilà, je prends ma tasse, là je vais faire voilà, j'ai ma tasse, imagine dans ma main j'ai ma tasse, je vais en faire une IA, donc je vais lui donner le sens de la vue, le sens du... Non, c'est pas ça. Par contre, on peut voir l'intelligence artificielle, selon moi, comme des nouvelles capacités. Je prends un objet informatique, digital, tu peux dire ça comme ça maintenant, qui peut être robotisé ou pas, qui peut utiliser la blockchain ou pas, peu importe les techniques que tu mets autour, mais l'intelligence artificielle, c'est comme autant de nouvelles capacités que tu peux avoir dessus. Au plus bas niveau, ces capacités, c'est des capacités de prédiction, des capacités de classification, de regroupement, clustering, des capacités de raisonnement, des capacités de représentation symbolique. Et après, tu les composes. Alors, c'est juste des pièces de Lego que tu vas assembler et tu peux faire des choses absolument dingues avec tes Lego. Mais c'est pas des nouveaux sens que tu mets. Mais c'est vrai que c'est tentant de faire cette analogie en disant, bah oui, si je rajoute des techniques de computer vision, je peux dire que mon programme y voit. Si je rajoute des capteurs avec de l'IoT qui me prend la température, qui me prend sensible au toucher,
Mais, mais je trouve que c'est une analogie qui est vite pauvre. Qui est vite pauvre. D'accord. Et donc, quand tu me parlais de techniques de renforcement dans le machine learning ou dans le deep learning, ça veut dire quoi? Que une machine aujourd'hui est capable de constituer ses propres algorithmes pour résoudre un problème et que ce soit pas en fait des algorithmes créés par l'humain, c'est ça? En fait, on a tendance à confondre le modèle, l'algorithme et la data. C'est des éléments qui sont pas de même nature. L'algorithme, c'est les lignes de code que les personnes vont écrire. Le modèle, dans notre contexte là du machine learning, c'est la représentation, un modèle au sens mathématique du terme, qui, à partir d'informations en entrée, prend le modèle égale formule. À partir d'informations en entrée, te donne une information en sortie. Je donne les informations, je donne une photo en sortie, ça me dit ça fait partie des petits chatons ou c'est pas un petit chaton. Point barre. Ça, c'est le modèle. Pour faire ce modèle, qui, si tu prends les réseaux de neurones, qui est une configuration de neurones avec des poids sur les neurones, ce modèle-là, qui est en mémoire, que tu as dans l'ordinateur, tu utilises des algorithmes pour le générer. Et c'est les algorithmes de machine learning. Donc quand on dit j'utilise du deep learning, typiquement sur ton enceinte connectée, que ce soit ton web ou ton smartphone, quand tu lui parles, il y a des modèles de reconnaissance vocale, mais ces modèles ont été entraînés sur des serveurs ailleurs, et après ils sont déployés. Et toi, quand tu parles à ton enceinte connectée, par exemple, ta voix est transmise au modèle, et en sortie, il y a la traduction sous forme, la représentation sous forme textuelle. Donc, l'algorithme, le modèle, les datas. Les datas, c'est ce qui te permet d'entraîner ton modèle. Parce que ton algorithme, c'est de dire, je prends plein de données d'exemples et je génère un modèle. Tu as plusieurs types d'algos, un peu technique, mais tu as des algos de machine learning qui sont dits supervisés. Je te donne 1 million de photos et je te dis, dans cette moitié-là, il y a des chatons dedans, dans l'autre moitié, il n'y a pas de chatons. Ton algo, il va apprendre à partir de ça. Tu as des techniques semi-supervisées où tu lui donnes des photos, mais tu n'as pas toujours dit s'il y avait ou pas des petits chatons dedans. Et les techniques par renforcement, tu as un modèle ou pas pour démarrer, c'est tu le laisses faire. Imaginons, si j'essaye d'aller plus loin avec ma métaphore, avec l'exemple des petits chatons, tu lui donnes plein de photos. Tu lui dis pas c'est chaton ou pas chaton, tu les passes dedans, puis à la fin, ce qui sort, tu dis ah, t'as bon ou t'as pas bon, ah, t'as bon ou t'as pas bon. Et lui, il se débrouille. Alors, évidemment, un humain, tu lui laisses faire ça, il va lui falloir longtemps pour acquérir de nouvelles capacités. Par contre, la machine, le temps, c'est quelque chose de très relatif. Et donc, tu peux la faire jouer. C'est pour ça que le jeu AlphaGo, il a joué un nombre de parties contre lui-même qui est juste délirante. Il a joué plus de parties peut-être que la somme des humains réunis. J'en sais rien sur ce chiffre. Je me plais à le croire, mais on est sur des ordres de grandeur qui dépassent l'entendement. Et donc, les techniques par renforcement, c'est de laisser non pas une machine écrire un algo, c'est un algo qui fait des tests, des tests, des tests. Alors, généralement, les techniques par renforcement, on a deux réseaux de neurones qui se adversent, souvent on dit. S'il y en a un qui teste des trucs, puis un autre qui dit c'est bien ou pas bien. Imagine, tu fais un premier modèle via du machine learning pour dire c'est des photos de chat ou pas chat. Celui-là, il marche. Tu l'as déjà sur l'étagère. Ou alors, si tu veux faire un robot qui marche tout seul, tu fais un modèle qui est capable de dire il marche ou il marche pas. Tu prends un autre réseau de neurones que tu entraînes, tu lui dis pas comment marcher ou pas et il teste. Et tu les laisses bosser ensemble. Ce qui s'est passé pour AlphaGo, il y en a un, il dit bah tu gagnes ou tu gagnes pas, puis l'autre, il testait des trucs, quoi. Et au bout d'un moment, celui qui teste, vu qu'il a en face un espèce de miroir qui lui dit si c'est bien ou pas, et on a envie de faire l'analogie avec l'éducation, bah, il progresse très vite en fait. Et il est capable de générer un truc qui était, mais vu qu'il n'y avait pas un design a priori, c'est-à-dire qu'on n'avait pas dit, tiens, pour reconnaître dans une photo s'il y a un petit chaton ou pas, il faut aller chercher des formes de pixels, tu le laisses absolument faire tout seul. Et c'est comme ça qu'on a des ruptures en intelligence artificielle qui nous paraissent géniales, quoi. Mhm. Qui nous paraissent complètement géniales. Ça vient penser en dehors du cadre, ça vient proposer des approches qui sont innovantes. C'est pour ça que on pensait que le jeu de Go, suite à la victoire d'AlphaGo, ça va être fini comme les jeux d'échecs. Mais en fait, on voit que c'est le contraire. Parce qu'en fait, les techniques d'IA, statistiques en l'occurrence, appliquées à ces jeux-là, permettent de découvrir des nouvelles voies, des nouvelles ouvertures, qui du coup, nous on est des humains, on est curieux, nous donnent un regain d'intérêt pour tous ces. Il n'y a jamais eu autant de joueurs de Go apparemment dans le monde. Parce que du coup, tu as des nouvelles ouvertures, des nouvelles approches. J'ai vu les articles passionnants. Par exemple, il y en a, ils proposent de faire évoluer les règles pour redonner, sur les échecs entre autres, pour redonner du potentiel à ce jeu-là. Non pas que le potentiel soit épuisé, mais du fait que les machines puissent aller plus loin en apportant de la complexité aux machines. Du coup, ça devient fascinant, quoi. Aucune intelligence là-dedans, si ce n'est dans le design, c'est-à-dire ceux qui conçoivent et qui l'utilisent. Par contre,
quand ça sort, c'est brillant au sens de, ouais, tu vois le truc, tu vois l'objet, c'est magique. Au vrai sens du terme de magique, c'est-à-dire que ton cerveau n'est pas comprendre de comment ça fonctionne et du coup ça t'étonne. Bah, laissons-nous porter par la magie, je trouve que ça fait de belles choses. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent d'algorithmes, de mathématiques, de modèles. Si aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser à l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, est-ce que j'ai besoin d'avoir forcément une base mathématique ou est-ce que déjà j'ai un ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas? Je vais te faire deux réponses tordues. La première, c'est que tu as toujours intérêt à faire des mathématiques. Dans tous les cas. C'est la première réponse tordue. La deuxième réponse tordue, si tu regardes objectivement celui qui a le plus fait en termes d'intelligence artificielle, je vais prendre deux personnes qui ont le plus fait en termes d'intelligence artificielle ces dernières années. C'est assez arbitraire comme choix, il y en a plein d'autres, mais t'as Elon Musk et Jeff Bezos. Pourtant, l'un comme l'autre, ils sont pas informaticiens, ils sont pas matheux. Et il y en a un, je crois, qui comprend pas grand-chose à l'intelligence artificielle. Mais c'est pas grave. Cette deuxième réponse, c'est pour dire que l'IA est l'affaire de tous, dans la mesure où ce sont des techniques qu'on utilise dans des applications, des services et des produits pour des missions qui peuvent être trier tes mails, dire dans ta banque si tu vas t'accorder ou pas le prêt, gérer ton itinéraire de voiture. On est tous légitimes pour concevoir des objets et les services de demain. Tous, 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 tous. Quand je prends l'exemple d'Elon Musk, quand il lance SpaceX, quand il lance Tesla, quand il lance PayPal, enfin ce qui était PayPal avant, il se dit pas tiens, faut que j'apprenne les maths pour faire des. Non, il sait juste que la technologie va être une solution pour résoudre ses problèmes. Et donc je pense qu'on est tous légitimes pour appréhender ça. En tout cas, moi c'est mon souhait depuis très longtemps, c'est de partager avec le plus grand nombre. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et merci de m'inviter à le faire cet exercice de partage pour que les gens se sentent légitimes pour se dire ok, moi j'ai quelque chose à dire. Moi je peux concevoir un produit, un service sans être informaticien. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est que en tant qu'informaticien, si l'IA t'intéresse, eh ben, je t'enverrai volontiers travailler sur les frameworks de machine learning, par exemple, parce qu'il y a tellement à innover là-dedans en termes d'assemblage des briques que c'est absolument dingo. Et si tu aimes les maths, bah, va t'éclater sur le traitement du signal, sur le machine learning, sur la représentation des connaissances, comment on peut embarquer des connaissances d'encapsuler dans des neurones, neurones, attention, rien de physique là-dedans, des réseaux de neurones. Donc en fait, en fonction de je rembobine le film. L'intelligence artificielle, c'est pas un domaine scientifique à part entière, c'est une mission, c'est simuler l'intelligence. Et donc, il y a tellement de façons différentes. Nous, à la Forge, on a recruté quelqu'un, par exemple, qui vient des sciences cognitives. Il y a tellement à apprendre du domaine des sciences co, il y a tellement à apprendre de l'UX, il y a tellement à apprendre de la tech. En fait, c'est assembler tout ça, quoi. Et donc, le pire, ce serait de dire, je veux faire de l'IA, je prends qu'une typologie, pas de diversité. Je prends, par exemple, que des data scientists, ou je prends que des informaticiens, ou je prends que des mathématiciens, mais tu vas rien faire avec ça. Par contre, si tu les rassembles tous, si tu viens piocher un petit peu, regarde, prends l'exemple d'une enceinte connectée. Ça mélange de l'électronique, de l'informatique, des technologies de réseau, de l'infra, plein de librairies qui sont souvent open source, soit dit en passant. Si tu veux créer ton produit d'IA, il y a de fortes chances que 90% des briques logicielles soient open source, tu puisses utiliser. Ça mélange de la fourniture d'électricité. Enfin, tu as besoin de tout ça, en fait. Mhm. Et pourtant, quand tu dis l'intelligence artificielle, souvent tu regardes le produit fini, l'enceinte connectée, l'algo sur ton serveur qui calcule l'attrition pour ton CRM ou ton capteur de ta Tesla qui permet de dire là c'est un stop et je m'arrête. On regarde le projet fini, c'est normal. Mais en fait, c'est un mash-up, c'est un assemblage de plein de techniques, de technologies différentes. Et du coup, l'ensemble te paraît magique. Oui, une Tesla, quand elle avance toute seule, c'est magique, quoi. Mhm. Je comprends tout à fait. Ce que tu expliques donc, par exemple, avec Jeff Bezos, j'ai vu aux infos il y a quelques jours qui présentait les magasins où on n'avait pas besoin de passer à la caisse. Donc on rentre dans le magasin avec la computer vision, tout ce qu'on met dans son panier est calculé et quand on ressort, on reçoit directement la facture. C'est vrai que je pense pas que ce soit Jeff qui soit allé derrière encoder tout ça, mais juste avoir le cas concret. Donc quand tu dis ça, c'est la façon dont toi justement tu travailles à la forge, c'est de se dire que on a des personnes qui connaissent bien le business d'un côté et que de l'autre il y a une somme de savoir qui est des mathématiques, de l'algorithmique, des data scientists, etc. Et donc c'est d'un côté il y a les personnes qui maîtrisent très bien toutes ces techniques d'intelligence artificielle
et de l'autre côté, des personnes qui ont une idée, en tout cas concernant la façon dont ça pourrait être utilisé dans leur cas concret. T'es prêt à postuler à la forge, c'est bon. Tu peux envoyer ton CV. Effectivement, Jeff Bezos n'a pas pensé les algos de computer vision. Et d'ailleurs, dans l'exemple que tu prends pour les magasins automatisés, il y a du computer vision, mais il y a énormément d'autres choses. Ne serait-ce que pense à la question de comment on t'identifie, comment on sait ton panier, tes moyens de paiement, comment on s'assure qu'il n'y ait pas une fraude, machin. Donc derrière, c'est le nombre d'algos qui tournent derrière pour faire tourner ça, est juste colossal. Là, la question que tu poses, en fait, c'est comment on fait un bon produit d'IA. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le formule. Et à la Forge, on est une équipe et on essaye d'assembler ce qui nous semble nécessaire pour cela. D'abord, et avant toute chose, un bon produit, ça commence par un point de douleur auquel tu veux répondre. Donc, dans l'équation que tu as donnée, il manque peut-être l'utilisateur final. En tout cas, celui qui dit il faut faire les choses différemment. Soit c'est une commodité, soit c'est insupportable. Genre, il y a une en ce moment, on ne se pose pas la question, il faut qu'on trouve des moyens pour traiter la crise sanitaire. Il faut un point de douleur. Il faut certes avoir les savoir-faire techniques et scientifiques. Ça, tu l'as dit. Donc, tu vas trouver des data scientists, des cognéticiens, des développeurs. Pas toujours besoin de tous. Puis alors, dans les développeurs, attention, ça s'est développé, c'est le cas d'ailleurs ces années. Des développeurs back, des développeurs front, des architectes, l'infra, on est loin du développeur qui est tout seul devant son écran à taper des lignes de code. Ça s'est énormément enrichi pour le meilleur. On a vu le point de douleur, ce que tu veux résoudre. On a vu des capacités techniques. Il manque aussi la vision business. Il faut quelqu'un qui ait une vision. Alors ça peut être le même, celui qui connaît les points de douleur, souvent c'est ça, les grands entrepreneurs, enfin je veux dire, un Jeff Bezos qui l'a fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amazon, là n'est pas la question. C'est une personne qui s'est dit, il y a une voie différente, ou comme Netflix, des personnes qui se disent, je prends que des success stories, il y en a plein d'autres qui ont vu des voies différentes, qui sont plantées, mais des gens qui ont une vraie vision sur la fameuse secret sauce. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui devait être résolu et ils ont compris comment le résoudre. D'un point de vue business. Et souvent, ça va par, prenez Uber, par des business models innovants, et ça, on oublie souvent cette intelligence-là, mais c'est celle qui a le plus de valeur. La technologie, la technique, les technos sont des commodités. La vision, le business, la conviction, c'est indispensable. Et puis, il manque quelque chose. Nous, notre postulat de départ à la Forge, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un moyen de transposer, de démultiplier une expertise. Je suis, imaginons, c'est le cas d'un de nos projets à la Forge. Je vais prendre un exemple très concret. On a une personne qui travaille dans ce qu'on appelle la médecine moléculaire nucléaire, qui est venue nous voir. Il s'appelle Michael. Coucou Michael. Lui, fort de son expérience, lui, il est scientifique. Il a un savoir-faire qui est unique, qui est basé, son savoir-faire qui est basé sur des connaissances scientifiques, sur des pratiques scientifiques, sur ce qui fait toute son expérience. Il s'est dit, c'est insupportable la façon dont on fait aujourd'hui des PET scans. C'est-à-dire que lui, il a une vision non pas business, il peut en avoir une par ailleurs, mais là, il a une vision sur la pratique aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Et il est venu le voir en disant, je suis convaincu qu'avec l'intelligence artificielle, on peut aller plus loin. Et on travaille avec lui sur comment on peut faire de l'aide au diagnostic au PET scan. Alors le PET scan, c'est une technique d'imagerie médicale qui permet de cartographier, alors pardon d'être vulgaire là-dessus, mais de schématiser, c'est de cartographier ton corps en 3D. Et en fait, le problème de ces pratiques médicales-là, elles coûtent cher. Les machines, c'est plusieurs millions. Les personnes comme Michael coûtent très cher à former, à employer. Donc, c'est des pratiques qui sont peu démocratisées, ce qui fait que c'est des médecines qui sont peu accessibles et on pourrait soigner beaucoup plus de gens grâce à ces pratiques médicales-là. Et donc, l'idée, c'est, on a un point de douleur. En l'occurrence, c'est les pratiques du PET scan devraient être différentes. On a des techniques d'analyse, d'aide au diagnostic. Les techniques, c'est donc du computer vision, là en l'occurrence, de l'aide au diagnostic, plein d'autres petites briques autour de ça. On a des porteurs business qui disent oui, effectivement, le marché du diagnostic médical au PET scan est en pleine explosion, il y a un vrai besoin. En plus, c'est un modèle qui est viable parce que ça va démocratiser l'usage de ces machines, donc on va bénéfice patient énorme, bénéfice pour l'établissement énorme, etc., etc. Et on a ce savoir-faire d'un praticien qui, fort de tout ce qu'il a fait, te dit on peut le faire différemment. Bah, ton équation est bonne. Et tu as besoin de tout ça pour faire un bon produit. Amazon n'est valable que parce qu'il y a une vision business, il y a un savoir-faire, il y a tout. Alors bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et il faut commencer petit, et que on dit toujours ah oui, on n'a pas d'Amazon en France, comment on pourrait le créer? Bah, peut-être commencer par un petit truc. Rappelez-vous, Jeff Bezos, il a commencé par vendre des bouquins, quoi. Mhm. Donc faut grossir, mais tu as besoin de tout ça, je pense. Tu parles de point de douleur. J'ai pas l'impression que ce soit toujours un point de douleur, en tout cas pas exprimé comme ça, parce que quand on parle d'un Netflix ou d'un Amazon ou d'un Uber, j'ai l'impression que ce soit plus une vision de ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on a
j'imagine aussi un Steve Jobs qui, en fait, invente l'informatique, personnelle, non pas parce que c'était un pain point pour lui, un point de douleur, mais vraiment parce qu'il avait la vision de ce qu'on pouvait faire avec les possibilités qu'on avait. Donc est-ce que venir aussi avec pas forcément un point de douleur, mais plus avec une vision en se disant: «Mais on devrait pouvoir le faire aujourd'hui comme ça marche aussi?» Alors, oui, tu as raison. Point de douleur, c'est du jargon. Mais je réitère, faut un point de douleur. Il faut que l'entrepreneur, le porteur du projet, il faut qu'il le vive comme un point de douleur dans ses tripes. Il faut vraiment qu'il ait cet état d'esprit de c'est insupportable. Il faut qu'il y ait un monde avant et après. C'est là que ça devient intéressant. C'est que tu prends l'exemple de Steve Jobs, il pouvait très bien vivre sans l'informatique personnelle, mais il a stressé tout le projet de l'entreprise parce que pour lui, ça lui était insupportable le fait qu'on démocratise pas. Il avait une vision, il avait des convictions. Et la conviction, pour moi, ça vient des tripes. Donc c'est pour ça que j'utilise assez facilement ce terme de point de douleur, parce que quand on a des porteurs, on a plein de candidats à la forge, ce qu'on va détecter, ce qu'on va essayer de détecter chez eux, c'est justement ces convictions qui se basent sur il y a un monde avant, il doit y avoir un monde avant et un monde après. Et on a des domaines, on a plein de projets dans le médical et on en a de plus en plus. Et c'est tant mieux parce que c'est un domaine qui est génial avec plein de belles valeurs et plein de promesses qu'on veut rendre réelles. Mais on en a dans plein de domaines et à chaque fois, là en ce moment, on travaille sur un projet qui est génial. Alors, je suis pas objectif, j'adore tous nos projets. Donc là, les équipes en ce moment, elles travaillent sur un projet avec des industriels à Bordeaux sur comment faire des matériaux bio-inspirés, comment faire du biomimétisme dans l'industrie. Alors évidemment, c'est pas un point de douleur. Évidemment, il n'y a pas des ingénieurs qui sont en train de se faire harakiri, en train de se dire ah je veux penser des nouvelles ailes d'avion ou je vais penser des nouveaux textiles. Comment je peux m'inspirer de la nature? Non, c'est pas un point de douleur. Mais par contre, c'est une friction. C'est quelque chose où tu as des personnes qui se disent et c'est le cas. On a la conviction que si on regarde un peu plus ce que fait la nature, on fera des choses plus intelligentes. Mmh. Donc le terme point de douleur peut être fort. C'est comme intelligence artificielle. C'est des termes qui sont probablement pas adaptés. Il faut le prendre dans leur contexte et voir ce que ça convoque. Là, il y a une situation, il y a un statu quo et on pourrait faire les choses différemment. Trier tes mails tous les jours, c'est insupportable. C'est un point de douleur ou pas, mais par contre, tu vois tout l'intérêt d'avoir un algo qui te trie spam ou pas spam. Bon, bah voilà. Après, tu as des besoins qui vont être ce qu'on a dans le médical. On a la chance de travailler sur des sujets où on améliore la qualité de vie des patients, on améliore leurs soins, on améliore plein de choses. Donc là, oui, on peut parler de points de douleur, évidemment. On a des choses qui peuvent être plus légères dans l'industrie. Mais à chaque fois, il y a une friction, il y a une pratique, il y a une espèce de plafond de verre, comme j'aime bien le dire, c'est que tu sens que les pratiques existantes, elles bloquent, on ne peut pas aller plus loin, et tu as besoin d'une rupture. Et l'intelligence artificielle, étant donné que c'est des nouvelles capacités, étant donné que c'est des nouvelles approches, étant donné que ça va chercher d'autres ressources, bah, ça permet souvent, parfois, de casser ce plafond de verre et de faire des choses qui nous paraissaient inaccessibles avant. Enfin, tu regardes Netflix, la recommandation, tu regardes Amazon, tu regardes les enceintes connectées, tu regardes aucune intelligence là-dedans. Mon enceinte, je la trouve d'ailleurs connectée, je la trouve un peu plus bête chaque jour, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Mais par contre, ça amène, une fois de plus, des nouveaux usages et des nouvelles pratiques et on pousse un peu plus loin à chaque fois, quoi. D'accord. Toi, c'est ta conviction et donc c'est aussi ton point de douleur, c'est qu'on peut avoir plus d'intelligence artificielle au quotidien et c'est pour ça que tu fais, la forge. Mon point de douleur, juste pour être précis là-dessus, parce que c'est un point, c'est que j'ai eu la chance d'avoir plein de vies professionnelles et à chaque fois, j'avais ce sentiment que ceux qui pourraient bénéficier au mieux de l'intelligence artificielle n'y avaient pas accès. C'est une histoire de démocratisation accès à ces techniques. Il n'y a pas de raison que ce soit l'apanage de certaines personnes ou certaines entreprises, ces techniques. Ce sont des commodités, elles sont souvent open source gratuites. Alors tout n'est pas gratuit, la data n'est pas gratuite, la puissance de calcul n'est pas gratuite, mais la plupart des éléments sont gratuits. Donc il n'y a pas de raison que nos PME, que nos entrepreneurs, que nos chercheurs n'aient pas accès à ça en fait. Donc moi, mon point de douleur, c'est de rendre ça accessible. Après, c'est pas forcément celui de toutes les personnes de la forge, mais c'était en tout cas la genèse de la forge. Je sais dans l'équipe, il y en a, leur point de douleur, c'est avoir des produits qui sont mal conçus, quoi. C'est insupportable. On a tous nos moteurs derrière, hein. Mmh. Je ne sais pas si demain je veux que mon mail analyse le contenu de mes mails, enfin ma boîte mail analyse le contenu de mes mails pour, automatiquement leur mettre un tag et les classer. Ce serait une possibilité. Aujourd'hui, je peux faire appel à des algorithmes de NLP pour le faire et ça ne veut pas dire que parce que je sais que cette technique-là existe et qu'elle est disponible,
que je suis en mesure, moi, de faire tout le cheminement jusqu'à arriver au résultat. Oui. Et c'est là où je pense que l'intelligence artificielle, du fait que ça travaille sur soit l'expertise des humains, soit sur les traces de cette expertise. Par exemple, quand on fait de l'aide-au-diagnostic, d'analyse de clichés médicaux, c'est pas la machine qui apprend toute seule ce qu'est une tumeur sur une photo, c'est grâce à l'expertise humaine. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque part mettre dans des modèles de l'expertise humaine, de manière directe ou indirecte, mais c'est mettre de l'expertise humaine là-dedans. C'est souvent, en tout cas, le cas. Ça, du coup, ça nous donne des objets au sens industriel, au sens numérique, qui sont quand même un peu atypiques. Mhm. Une vieille machine à écrire, c'est quand même pas de la même nature qu'un algo qui va faire de l'aide au diagnostic dans le médical. Il y a quand même quelque chose de différent. Et c'est d'autant plus important d'être conscient de ça que on est sorti de l'informatique bureautique, l'informatique industrielle, on est sur un autre objet, au sens objet de la pensée, et qu'il devient important qu'on soit tous des citoyens vis-à-vis de ça, je pense. Et ça devient important d'avoir, je trouve, la posture que tu as, de t'interroger sur est-ce que je veux ou pas de cet usage, est-ce que je veux le supporter ou pas, avec quoi, parce que c'est quand même pas anodin. Je veux dire, c'est quand même pas anodin de se dire, bah, je gère plus mes mails, c'est un algo qui le fait à ma place. Je ne choisis plus mes films, c'est un algo qui le fait à ma place. Je ne choisis plus d'accorder ou pas un crédit à une personne, c'est un algo qui le fait à ma place. Je ne conduis pas ma voiture, c'est un algo qui... C'est là, je pense, on peut pas juste être passif, quoi. Mhm. On est consommateur, on est acteur, et donc je pense qu'il faut avoir idéalement, je souhaiterais qu'on ait tous un peu une vision un peu écologique au sens écosystémique de tout ça, et puis de faire des bons choix, et que, c'est peut-être galvaudé en ce moment, mais la question de la souveraineté numérique, la souveraineté des usages, qu'on soit pour ou contre, peu importe d'ailleurs, mais devrait être un vrai sujet de réflexion. Et évidemment, quand on voit que on développe des techniques et des technologies, comme l'a toujours fait l'industrie, hein, qui viennent de plus en plus rendre des chaînes de production de plus en plus autonomes, de plus en plus une forme de paupérisation de nos sociétés autour de tous ces usages et de bah, faut pas être candide par rapport à ça. Alors moi, j'aime bien avoir un regard candide sur ces technologies pour m'émerveiller, mais je pense qu'il faut pas être candide par contre sur leur usage et les implications. C'est vrai que, bon, quand on pense à tout ça et les possibilités que ça porte, en tout cas, il y a sûrement des usages beaucoup plus frivoles que d'autres. Et donc, classer mes mails automatiquement, c'est pas très intéressant. Par contre, améliorer la détection d'un cancer sur de l'imagerie médicale, ça, c'est pas un usage anodin. Si mon médecin, donc, je sais pas, détecte la tumeur 9 fois sur 10 et la machine 99 fois sur 100, j'ai un plus quand même. Oui, mais c'est là où tu as tous les layers, tu as toutes les couches. La technologie que va utiliser le logiciel d'aide au diagnostic pour détecter les cancers dans les clichés de radiologie, c'est une technologie qui a peut-être été développée quelques années avant en open source par un étudiant qui s'amusait à trier des photos de chatons. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer, mais c'est compliqué de dissocier l'usage, la technique qui permet les technologies et les techniques qui permettent d'utiliser ces technologies. Et tout ça, c'est des briques. Si on suit le raisonnement, tu vois, si on pousse le curseur à fond, je pense que tu finirais par dire on arrête la recherche. Parce qu'en fait, les chercheurs, c'est des gens qui travaillent sur des objets déjà de leur choix et ils poussent leurs réflexions. Et on utilise le produit de ces réflexions-là. Quand dans les années 60, 70, 80, ils bossaient, ils faisaient des colloques sur les mondes des blocs, les mecs, ils n'étaient pas cons. Ils faisaient des colloques dans des endroits sympas, ça avait un coût. Tu oublies ce qui s'est passé depuis avec avec ces productions scientifiques. Tu regardes, on dirait maintenant le héroïde de ces réunions-là, tu dirais, mais vous ne pouvez pas bosser sur des vrais sujets. Vous pouvez pas. Et tu le sais pas a priori. Tu le sais pas a priori. Et c'est justement important, je crois, d'avoir ces espaces de recherche qui ne sont pas contraints par des usages ou qui peuvent être plus ou moins fondamentaux. Hein. Bien sûr, tu as la recherche fondamentale, comme tu vois dans le nucléaire ou l'informatique quantique. Puis tu as des recherches moins fondamentales. Mais c'est bien que les labos et que les chercheurs partent dans tous les sens et qu'ils n'aient pas cet impératif catégorique, on va pas convoquer Kant, mais cet impératif d'usage et de devoir derrière ça. Et donc, tu ne peux pas préjuger aujourd'hui quel est l'impact d'un algo, quel est l'impact d'une technique. C'est tout le problème quand on parle de l'IA, de l'éthique. Moi, je peux te faire un super algo qui va trier mes informations ou un super algo qui va me permettre d'automatiser des tâches.
Tu peux l'utiliser pour aider à désengorger les hôpitaux, par exemple. Dieu sait en ce moment qu'ils sont surchargés. Mais ces mêmes algos ou ces mêmes techniques, tu peux l'utiliser pour à des fins beaucoup plus néfastes. En quoi celui qui a développé l'algo est responsable? En quoi celui qui a développé la librairie est responsable? En quoi c'est tout le problème de tous les outils et là les philosophes nous aident, je pense là-dessus. Il faut les relire. C'est tout le problème du pharmacon, c'est qu'un objet, une technique, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle a juste un potentiel et c'est le devoir de chacun en tant qu'individu et en tant que collectif de s'assurer que l'usage est bon. Et tu peux le cadrer qu'à ce moment-là, quoi. Mhm. Tu peux le cadrer qu'à ce moment-là. Tu as la reconnaissance faciale, c'est génial. Ça peut donner plein de choses géniales. Maintenant, quand c'est utilisé par des collectifs, des gouvernements et autres pour contrôler la vie privée des uns et des autres, bah non, tu peux pas dire que c'est génial. Pour autant, il y a plein d'autres usages où c'est hyper pratique et ça a plein de bon sens, quoi. Moi, je suis content que mon Mhm. téléphone se déverrouille. Alors, tu vas me dire, c'est futile, mais il y a plein d'exemples de technologies qui ont des applications qui sont absolument bénéfiques et la même est détournée. Et regarde tout ce qui se passe avec les fake news. On utilise des technos pour contrecarrer l'évolution, le développement des fake news. Et en même temps, ceux qui veulent générer des fake news pour manipuler les foules utilisent ces technos aussi. C'est le chat et la souris. C'est le propre des technologies. Le moteur à explosion a servi à faire la révolution industrielle, a permis de faire des chars d'assaut, a permis de faire des guerres et a permis d'avoir une capacité, donner une puissance de mort à l'homme absolument dingue. Pourtant, c'est les mêmes techniques et technologies. Donc, faut toujours séparer les différentes couches, je pense, du sujet. Je suis ta pensée. Il y aurait sans doute moins Turing s'il n'y avait pas eu Enigma, par exemple, etc. Mais tous nourris. Et tous nourris. Et du moment qu'il y a du progrès scientifique, c'est une bonne chose. Alors, c'est peut-être là où on va me traiter de candide et de grand naïf. Mais par contre, sur les usages, il faut être moins candide et moins naïf, quoi. Alors, justement, si aujourd'hui j'ai un point de douleur particulier, et comment je peux embarquer chez La Forge? Alors, si tu as des convictions, si tu as envie de changer quelque chose, le plus simple, c'est tu nous contactes, site web ou autre. Et nous, on sera un plaisir de t'aider dans la mesure de nos moyens. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu plus de 80 candidats, on n'a pas financé 80 projets. D'une part, on n'avait pas les moyens et tous n'étaient pas, ils n'étaient pas légitimes. Nous, dans notre ADN, on a une approche très écosystémique, on pense écosystème. Donc, on fera autant que faire se peut t'orienter vers les bonnes personnes si c'est pas nous. Si tu viens avec un projet qui correspond pas à notre thèse d'investissement, imaginons, tu veux faire quelque chose qui est de la R&D vraiment sur des sujets hyper techniques, on va t'orienter vers les guichets en France qui permettent de t'accompagner sur des sujets R&D. On a plein de liens avec des laboratoires de recherche et peut-être que tu démarreras une thèse sur ce sujet-là. Fine. Si ça, il y a plein de cas différents. En tout cas, nous, l'engagement qu'on a, c'est qu'à la Forge, on souhaite attirer des personnes qui ont envie de changer les choses, qui ont un savoir-faire qui peut avoir de la valeur pour les autres et qui gagnerait à être démultiplié. C'est le point de départ. Après, il y a plein de voies possibles. Et en France, en Europe, on a des écosystèmes qui sont hyper riches, que ce soit des écosystèmes d'acteurs qui peuvent te permettre d'avancer, comme la Forge, on va développer des produits, des personnes pour le financement, des personnes pour la recherche. Tu as un écosystème qui est vraiment au top là-dessus. Donc, chez La Forge, qu'est-ce que je trouve? C'est un accompagnement Oui. ou un financement ou... C'est les deux, mon capitaine. Nous, on aide les entrepreneurs à développer leurs produits et en fait, on investit dans la boîte. On met pas de cash dans la boîte pour être très précis. On fait un apport en industrie. C'est-à-dire qu'on développe le produit et on l'apporte dans la boîte. C'est-à-dire que, imaginons, toi, tu as une conviction que tu veux, tu as un savoir-faire qui est a priori unique et tu as la conviction qu'avec client, on pourra aller plus loin. Tu candidates. Tu as peut-être ta boîte ou pas encore, ou tu la crées. Nous, on va investir dans ta boîte, on va monter au capital et on va apporter dans le projet toute l'équipe qui permet de développer le produit, le concevoir, le développer, le maintenir et le lancer. Et on va même t'aider jusqu'à la recherche de financement parce que le but de ton projet, c'est de faire les levées de fonds successives derrière. Donc sans ça, on est un startup studio. On part de ton idée, on part de ton accès au marché, on part de ton savoir-faire et on va mettre toutes les compétences qui sont nécessaires autour. Sur certains projets, on a été chercher des experts en optique, sur d'autres, on a été chercher des experts en électronique, peu importe. On n'a qu'un juge de paix, c'est le marché. Alors ça fait très cynique de dire ça, mais quand nous on investit dans une boîte, ce qu'on veut, c'est qu'elle réussisse. Donc qu'elle ait plein de clients, donc qu'elle ait une belle croissance. Ça, c'est notre vérité. Et donc, notre mission à nous, la Forge, c'est de mettre les bonnes compétences derrière. Si tu as besoin de 5 data scientists, on en met 5. Si tu n'en as besoin que de 2 et on a besoin de 3 cognéticiens, on les mettra. On est sur un engagement de résultats et d'impact, en fait. Mhm.
Donc on part d'un besoin, d'une conviction, d'un savoir-faire, on regarde ce dont on a besoin, ça donne les modalités de l'investissement et on y va. Et on se donne 1 an pour la première phase, lancer le MVP, puis après on a un calendrier on peut détailler, mais c'est ça le point de départ. Ok. Et est-ce que tu aurais quelques success stories à partager avec nous? Au sein de, alors oui, les success stories, bien sûr, volontiers. Alors on a le projet dans lequel on a investi en premier, il s'appelle WeOptimize, c'est sur l'aide à la chirurgie de la cataracte. C'est un projet qui peut paraître pas sexy comme ça, parce qu'on dit la cataracte, mais grâce à ce qu'ont fait les équipes, à commencer par les équipes fondatrices de ce projet-là, les fondateurs en l'occurrence, grâce à WeOptimize, c'est la capacité d'offrir une chirurgie de la cataracte aux gens. Alors, la chirurgie de la cataracte, c'est quand le cristallin sont pacifique. Tu deviens aveugle, hein, ni plus ni moins. Et ben, c'est la capacité de te choisir le bon implant pour que tu retrouves la vue et que tu portes pas de lunettes. C'est quand même pas mal. Donc ça, pour nous, c'est une vraie success story. C'est d'aider les chirurgiens de la cataracte à choisir les bons implants. C'est une vraie success story. Là, on est en train de travailler sur un autre projet qui me plaît aussi beaucoup, mais je les aime tous. Mais c'est un projet pour les fondateurs sont venus, il s'appelle iSlit. Les fondateurs sont venus, ils ont dit on a un problème de déserts médicaux. La plupart des problèmes en ophtalmologie sont liés à un mauvais examen de la lampe à fente. Alors la lampe à fente, c'est un nom qui ne va pas dire grand-chose, mais ceux qui ont déjà eu des examens ophtalmologiques, c'est une machine où on pose le menton, puis il y a un petit ray de lumière qui vient chatouiller l'œil, qui permet à la personne en face d'observer l'œil. Ben, ce ray de lumière est fait par une fente, d'où le nom lampe à fente. En fait, ils sont venus en disant on devrait pouvoir fiabiliser les examens de lampe à fente, on devrait pouvoir les assister, voire les automatiser pour que demain, n'importe qui dans le monde puisse, avec une machine, faire un premier diagnostic et voir s'il y a un problème ou pas. Donc à chaque fois, pour nous, c'est des success stories parce que quand on arrive à avoir du raisonnement automatisé, quand on arrive à améliorer le diagnostic, quand on arrive du fait à améliorer la santé des patients, c'est des success stories. Mais on a d'autres success stories où ça peut être vu de l'extérieur comme des échecs. On a un projet dans lequel on a investi, on avait tout, les ingrédients que je t'ai donnés, le point de douleur, la vision, les techniques, et on s'est rendu compte chemin faisant que le produit n'était pas celui que les gens voulaient utiliser. Mmh. Et donc on a arrêté. Et en ça, c'est aussi un succès parce que c'est riche d'enseignements. C'est pas parce que tu as la capacité de le faire, que tu as envie de le faire, que tu penses qu'il faut le faire, que pour autant il y a un marché. Et nous, une fois de plus, on veut pas faire du logiciel pour le logiciel, on veut faire des produits. Donc si en face, il n'y a pas de marché, si on se rend compte que les gens en fait ne veulent pas acheter ça, c'est comme si je te disais, ben, je vais pas dévoiler sur ce projet, mais c'est comme si ce projet, je te disais, moi je vais faire une machine qui va permettre de décourber les bananes pour en mettre plus dans les caisses, pour en transporter plus. Ça peut paraître une bonne idée, et chemin faisant, tu te rends compte que, bah non, en fait, non, les gens veulent pas acheter ça, quoi. Mmh. Les bananes courbées, c'est peut-être pas mal, quoi. L'analogie est peut-être pas très heureuse, mais, et en ça, c'est aussi des success stories parce que le modèle qu'on a, alors je suis pas objectif, mais le modèle qu'on a nous permet très vite de travailler sur l'idée, très vite de la tester, très vite d'aller parler au marché et de voir s'il y a un sens. Et j'utilise bien ce terme à dessein, s'il y a un sens de le faire. Donc on en retire plein d'enseignements. Dernière question justement, par rapport aux idées avec lesquelles les gens viennent te trouver, est-ce que dans des périodes où il y a des forts changements sociétaux comme tout le bouleversement qui est dû à la pandémie, est-ce que tu vois une explosion de demandes parce que les gens ont des nouveaux usages ou est-ce que il n'y a pas spécialement d'impact sur les cas d'intelligence artificielle dans les usages dus au changement sociétal? Alors, oui, on constate une augmentation des demandes. Parce que qui dit crise dit les gens s'adaptent et se repensent et ont envie de se lancer. Mais ce qu'on pratique de plus en plus, c'est nous qui allons chercher des projets. Parce que si on se dit que l'intelligence artificielle, c'est un moyen de démultiplier l'expertise, les gens ne sont pas forcément conscients qu'ils peuvent aider à créer ce produit. Ils en ont envie, ils le rêvent, mais ils franchissent pas ils viennent pas forcément frapper tout de suite à la porte de la forge. Donc, de fait, on agit plus sur ce levier-là, et oui, on a beaucoup plus de demandes. Et la crise sanitaire aujourd'hui, bah, c'est comme toute crise, hein, c'est une super opportunité pour accélérer les transformations. Et donc, on a plein de demandes dans les sujets medtech, et c'est pour ça qu'on accélère sur les sujets du life science medtech. Alors ça va du biomimétisme à la chirurgie de la cataracte, en passant par l'examen en médecine nucléaire ou à la lampe à fente ou encore d'autres. On accélère sur ces sujets-là parce que c'est le bon moment de le faire. C'est l'opportunité de le faire, de par les enjeux de la crise, hein, bien sûr, mais aussi parce qu'on a de la data, on a des savoir-faire et que si on ne le fait pas, d'autres le feront. Donc on a énormément d'opportunités. Donc oui, là-dessus, on voit
je ne sais pas si on peut qualifier ça d'une explosion, mais en tout cas une belle croissance à 2 chiffres sur le nombre de candidatures, directes ou indirectes, sur ces sujets-là, quoi. Christophe, merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. Merci Stéphane, un vrai plaisir. Ça nous passionne à la Forge d'en parler, donc c'est toujours un vrai plaisir. Retrouvez Christophe sur Twitter @ctricot et La Forge sur la-forge.ai.